Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Au sommaire de ce journal, le procès à Albertville depuis ce matin de deux ex-gérants d'une boîte de nuit à la suite du décès accidentel d'une jeune femme en janvier 2014. Nous reviendrons également sur la belle victoire des handballeurs chambériens hier soir face à Toulouse. Un match plein d'émotions puisqu'il était le dernier de Bertrand Gilles. Et puis la météo, tout va bien, ciel bleu et chaleur, l'ambiance estivale continue. Et la météo, justement, on en parle puisqu'elle est presque caniculaire en ce début du mois de juin. Les températures battent des records, elles dépassent allègrement les 30 degrés en pleine. Et ce, pour le plus grand bonheur, vous le voyez, des baigneurs comme ici dans les eaux du lac du Bourget en Savoie. Voilà, ciel bleu, soleil, bonheur. On va écouter Vincent Latu, il est prévisionniste à Météo France à Grenoble. On a une masse d'air originaire d'Afrique, Afrique de l'Ouest, là, qui est venue associée à un anticyclone depuis quelques jours, qui apporte une masse d'air anormalement chaude pour la saison, puisqu'on a des températures plutôt qui font penser à des températures de cœur d'été sur le bassin grenoblois, ce qui fait qu'on va pouvoir frôler les 34 degrés aujourd'hui, ce qui correspond au record enregistré l'an passé en 2014, et puis qui est proche également des températures qu'on avait connues en 2003. Voilà, et puis sachez qu'il y a bien sûr de la neige encore en Savoie et le déneigement du col du Galibier se termine cet après-midi à 2642 mètres d'altitude. Une ouverture à la circulation qui va permettre notamment de désenclaver un peu le secteur de la Grave, totalement coupé du monde depuis la fermeture du grand tunnel du Chambon. Une ouverture qui fera également le bonheur des cyclotouristes. On ouvre une page justice maintenant. Les deux ex-gérants d'une discothèque de Venton en Savoie sont jugés aujourd'hui par le tribunal correctionnel d'Albertville. En janvier 2014, une jeune femme d'une vingtaine d'années avait trouvé la mort en chutant par la porte arrière de la navette qui la ramenait de cette discothèque. On va retrouver sur place à Albertville Céline Serrano. Bonjour Céline, le procès n'est pas terminé, il a commencé ce matin. Oui, et les deux co-gérants de la boîte de nuit, le Vert-Galant, ainsi que le chauffeur de la navette qui ramenait les clients de la discothèque située à Venton vers Albertville et Ugine, sont tous trois poursuivis pour homicide involontaire par imprudence et négligence dans l'accident qui avait causé la mort de Mélissa Gandon le 18 janvier 2014. La jeune femme, âgée de 22 ans et maman d'une petite fille d'aujourd'hui 5 ans, était avec 14 autres personnes à bord de la navette qui les ramenait du Vert-Galant vers 6 h du matin quand elle est tombée par les portes arrière du véhicule sur la voie rapide Albertville-Ugine avant d'être percutée par la voiture qui suivait. Prévue pour accueillir 9 personnes, la navette était surchargée, fait habituel selon les nombreux témoignages recueillis au cours de l'enquête. Et c'est bien cette surcharge qui aurait déclenché l'ouverture de la porte et la chute de Mélissa. Confus dans leurs explications pendant l'audience, les deux co-gérants nient avoir eu connaissance de la surcharge de la navette et semblent se rejeter mutuellement la responsabilité. Le chauffeur, lui, manifestement choqué par l'accident, avait, semble-t-il, reçu la consigne de surcharger la navette, ce que nient ses patrons. Les 3 hommes encourent chacun 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Merci beaucoup Céline pour ces précisions. Compte rendu complet de cette journée d'audience dans notre édition de 19 h. Justice toujours, l'assistante maternelle d'Aix-les-Bains poursuivie pour violence à l'encontre de mineurs de moins de 15 ans a été relaxée ce matin par le tribunal correctionnel de Chambéry. Elle était soupçonnée d'avoir frappé 8 enfants âgés de 0 à 3 ans dont elle assurait la garde à son domicile. Et puis pour être complet, sachez que 2 acquittements et 8 condamnations ont été prononcées hier par la cour d'assises de l'Isère. 10 prévenus, dont 3 champions de taekwondo de l'équipe de France, étaient poursuivis pour proxénétisme aggravé et viol pour certains d'entre eux. Les peines de prison vont de 6 mois avec sursis à 7 ans ferme. On va s'intéresser maintenant à une étude menée par des chercheurs de toute la France et notamment des chercheurs grenoblois. Elle est consacrée au stress au travail. Bref, elle concerne beaucoup de monde. Christian Deville nous en fait un petit résumé et puis juste après, on en parlera avec notre invité. Le stress au travail, les rapports salariés-encadrement, voilà des sujets d'études récurrents, notamment depuis les événements tragiques de France Télécom au début des années 2000. L'enquête des chercheurs grenoblois, en collaboration avec d'autres collègues lyonnais, montpelliérains, suisses, porte plutôt sur le mal-être au travail et le rapport travail-famille.
Deux axes, l'hôtellerie et le stress généré par le sentiment de toute puissance donné aux clients. S'il est dit roi, il peut alors adopter un comportement outrancier avec des incivilités répétées, difficilement supportables pour l'employé. Ensuite, les cadres d'entreprise auxquels on demande de l'investissement et parfois une implication totale et permanente dans leur travail. Or, l'enquête menée auprès d'échantillons nationaux à travers un questionnaire de près de 150 questions démontre que plus il y a de distance entre le travail et l'environnement familial, une véritable coupure correspondant à une profonde récupération, plus la personne est performante. De quoi alimenter les programmes des futurs cadres, comme ici à Grenoble École de Management, où une chaire Mieux vivre et mieux être au travail a été créée en 2012. Et le stress au travail, tout un programme avec nous sur ce plateau. Emmanuel Abord de Châtillon, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'IAE, professeur de management à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises à Grenoble. Alors, deux mots tout d'abord sur cette étude, ces études qui ont été pilotées par Nathalie Coméras, qui est elle-même enseignante et chercheur à Grenoble. En quelques mots, ces études, j'imagine, tout un programme. Oui, tout à fait, tout un programme. D'une part, une étude très importante sur l'hôtellerie, qui a permis de mettre en évidence un ensemble de phénomènes sur la survenue de la souffrance et l'émergence de la souffrance dans ces contextes-là. Et puis une étude sur l'encadrement national qui s'est intéressée au surinvestissement d'un certain nombre de salariés et à la souffrance qui va avec. Alors justement, la souffrance au travail, c'est une réalité. On est bien sûr concerné dans le monde du travail au quotidien. Les causes principales de la souffrance au travail, au sens large, c'est quoi? On peut vraiment les quantifier, les nommer? Oui, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée que la souffrance au travail, c'est avant tout le résultat d'une intensification du travail. C'est-à-dire que le rythme de travail est devenu de plus en plus important, la charge de travail est devenue elle aussi de plus en plus importante, et là, il y a un certain nombre d'acteurs qui, face à ces exigences-là, ne s'y retrouvent plus, et ça se transforme soit en stress, soit en épuisement professionnel ou burn-out. On stresse, on est épuisé, on est proche du burn-out. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme solution et quelle solution y a-t-il face à ces causes, face à ces symptômes? Alors justement, là vous tombez sur le programme de travail de la chaire Management et Santé au Travail de l'IAE de Grenoble, où nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les ressources. Quelles sont les ressources qu'on peut promouvoir dans nos organisations pour permettre d'aider les individus? Il ne s'agit pas seulement de dire, ben voilà, il y a des gens qui souffrent à cause de ceci ou de cela. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en face. Et donc, il faut identifier un ensemble de ressources. C'est pour ça que dans le cas de l'hôtellerie, la question des ressources, ça va de pair avec l'équilibre avec la vie familiale et la vie professionnelle, mais ça va aussi avec un contrôle des incivilités des clients, qui va nuire de toute façon non seulement à la santé au travail, mais aussi, et ça c'est un élément très important, à la qualité du service et donc à la performance de l'organisation. Et puis dans le cas de la deuxième étude dont on parlait sur les cadres, là on voit bien qu'il y a un ensemble de mécanismes de collectifs qui vont permettre de limiter. C'est-à-dire que si vous avez des collectifs qui fonctionnent, si on arrive à mettre ensemble les gens autour d'un discours sur le travail, d'échanger sur le travail, de partager sur le travail, à ce moment-là, eh bien, on peut espérer pouvoir y travailler d'une manière plus importante. Alors justement, dernière question rapidement, ces études, ces travaux que vous avez menés de façon collective, qui sont essentiels, ils ont aussi pour but d'ouvrir les consciences, de faire prendre conscience d'une réalité, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est notre objectif. C'est-à-dire que nous, on a un objectif de création de connaissances et on a un objectif de diffusion de cette connaissance pour que les organisations progressent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une journée scientifique, mais qui regroupe une soixantaine de professionnels qui sont venus écouter pour essayer de comprendre comment ça se passe à l'IAE aujourd'hui et toute la journée. Donc nous, on a un objectif, c'est de définir les leviers managériaux qui vont permettre aux organisations de progresser sur ces questions. Et donc, on les mesure, on les évalue et on propose des solutions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tous les cas, Emmanuel Abord de Châtillon, d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée. Merci à vous. On poursuit avec un reportage sympa et étonnant à découvrir sur notre site internet alpes.france3.fr. Un étudiant grenoblois a présenté sa thèse en 180 secondes. La scène s'est déroulée à Nancy et cet étudiant qui s'appelle Alexandre Artaud, eh bien, il a remporté le premier prix du jury. Alors, pour faire comprendre la spectroscopie tunnel à basse température, eh bien, il a fait preuve de beaucoup d'humour. Allez sur notre site internet, vous verrez, c'est rigolo.
On passe au sport avec en athlétisme tout d'abord le Savoyard Christophe Lemaître qui disputait hier à Rome son premier 200 mètres de la saison. Alors il a terminé deuxième, il n'a pas réalisé un chrono exceptionnel, plutôt moyen, 20 secondes 28, mais il peut beaucoup mieux faire, c'est en tous les cas ce qu'il a dit à l'arrivée. Satisfaction pour lui, il a tout de même décroché les minima pour les championnats du monde de Pékin qui auront lieu fin août. Voilà la ligne d'arrivée, donc deuxième position pour Christophe Lemaître. Et puis en handball, la saison s'est terminée en beauté hier soir pour les Chambériens. Ils ont battu Toulouse, c'était la dernière journée du championnat. Et puis vous allez le voir, il y a eu beaucoup d'émotions puisque c'était hier soir le dernier match d'une figure du club, Bertrand Gilles. Regardez ce résumé de la soirée, il est signé Marion Feutry et Frédéric Pasquette. Ovation pour Bertrand Gilles. À 37 ans, Bobo tire sa révérence. Moment chargé en émotions, devant un public qui l'a vu grandir depuis 19 ans et rafler les récompenses. Double champion d'Europe, double champion du monde et double champion olympique. On connaît son palmarès, ça fait vraiment quelque chose de savoir qu'il va quitter le parquet. Hein. Donc oui, il y a quand même une certaine émotion. Ah bah c'est une page qui compte quand même. Hein. Mais bon, il a fait sa carrière quoi. Tant pis, hein. Ouais, il y a les jeunes, il y a la relève quand même. Ouais. J'avoue que j'ai encore du mal à réaliser parce que je m'étais essentiellement concentré sur la dimension sportive de ce match. On savait que c'était pour nous déterminant de gagner. Ça me fera peut-être bizarre quand je verrai les copains repartir sur la piste et en salle de muscu et que moi je vais me trouver une autre occupation. Toute la soirée, Chambéry a célébré son champion, avec dès l'échauffement ce clin d'œil, en 2 mots, merci Bobo. L'ancien pivot international ne pouvait pas rêver d'une plus belle rencontre pour finir sa carrière. Face à Toulouse, le CSH a brillé du début à la fin, score final 33-24. De quoi donner le sourire à Jackson Richardson, qui quitte son poste d'entraîneur adjoint avec le sentiment du travail accompli. L'objectif c'était d'apporter un peu mon connaissance. Et j'ai énormément appris avec eux, que ce soit dans le management et la cohésion du groupe, de l'autre côté, mais pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur. Chambéry termine la saison 4e au classement, pas suffisant pour la qualification directe en Coupe d'Europe, mais cela n'a pas gâché la fête hier soir. Coup de projecteur maintenant sur une grimpeuse très douée. Elle s'appelle Anouk Jobert et elle est spécialisée dans l'escalade de vitesse. Elle s'entraîne à Voiron en Isère. Et Catherine Dol-Damiron et Nathalie Rapuc l'ont rencontrée. Regardez bien, ça va très vite et c'est très impressionnant. 2 mètres à la seconde. Anouk Jobert sprint à la verticale. Tu as fait tomber récemment un record du monde. Avec quel temps? Là, mon meilleur temps actuellement, c'est 7,62 qui a été officialisé. Pour ça, une qualité essentielle. L'explosivité. Après, il y a la coordination, la fréquence de mouvement, la force. Pour la force, la fonte, des tonnes de fonte ici, 1h30 par jour. À peine un semblant de répit quand elle joue la cobaye dans son école de kiné. Moi, je passe beaucoup de temps dans le sport, mais il faut aussi assurer ses arrières parce que je ne vais pas gagner ma vie grâce à l'escalade. Donc pour moi, c'est important de suivre aussi le cursus professionnel. Et donc, entre autres kiné, moi, c'est toujours ce que j'avais voulu faire. Pensionnaire du Pôle France depuis 5 ans, Anouk bénéficie d'un emploi du temps aménagé car le rythme est soutenu pour cette championne à l'ascension fulgurante. L'escalade, elle l'a commencé au collège, en 4e seulement. D'abord, elle a des bonnes qualités physiques, mais aussi très bonnes qualités mentales et qui lui ont permis de tout de suite pouvoir comprendre ce qu'on lui disait, comprendre les conseils qu'on lui donnait et de pouvoir les mettre rapidement en application. La voix, toujours la même, elle la connaît par cœur. Au sol, elle vit sa course. À vos marques. Prêt. Hop.
Moi, c'est surtout au niveau des compétitions que la vitesse me plaît parce qu'on est vraiment dans la dualité avec l'adversaire qui est juste à côté. Et moi, c'est vraiment ça, sentir la concurrence à côté de soi qui nous pousse justement à avancer plus vite. Et c'est plus présent en vitesse qu'en difficulté. Meilleure française depuis 2 saisons, la Stéphanoise de 21 ans vise la première place mondiale. Sur sa voie, les redoutables filles de l'Est, russes ou polonaises. Elle a quelques compétitions devant elle pour leur montrer qui est la plus rapide. Et oui, l'explosivité, une qualité indispensable aussi pour les skieurs. Et les vacances sont justement terminées pour les membres de l'équipe de France de ski alpin. Ils entament en effet la phase de préparation physique en vue de la saison prochaine. Au programme du vélo, du ski à roulettes entre autres. Et puis pour la première fois, eh bien, les slalomeurs et géantistes pratiquent leur séance de récupération au terme d'Alvar en Isère. Regardez ce reportage, il est signé Céline Serrano et Didier Albrand. Vu comme ça n'a pas l'air bien violent, la vie de sportif de haut niveau. Mais avant de s'échouer sur ces gros coussins, ils ont parcouru 50 km à vélo et monté le col du Grand Cucheron en ski à roulettes. Et maintenant, il s'agit de tester leur variabilité cardiaque. Un sportif, normalement, il doit avoir la capacité à monter très fort, mais à redescendre très vite. Pratique respiratoire de gestion du stress, la cohérence cardiaque est un nouvel outil proposé par le directeur des thermes d'Alvar. Et les algorithmes passionnent skieurs et staff technique. On essaie d'avoir des indications sur l'état de forme de nos athlètes. Et la deuxième information qu'on peut avoir, c'est essayer de trouver des moyens, en tout cas pour jouer sur la fréquence cardiaque et la respiration, pour arriver à des retours au calme qui soient assez efficaces. C'est des similitudes qu'on peut avoir en ski alpin dans des périodes de stress déjà général et aussi de stress musculaire. C'est la première fois qu'ils ont droit à des séances de récupération thermale après l'entraînement. Et entre jacuzzi et papouille à l'argile soufrée, il se pourrait bien qu'ils y prennent goût. Pour une séance de récupération, c'est plutôt pas mal. D'habitude, c'est se baigner dans le lac et un bain froid, c'est 10 degrés, et voilà. Muscu, cardio, aérobie et détente, cette semaine loin des pistes pour entretenir la machine à gagner. C'est un bloc physique qui est assez conséquent et qui est assez important. Ça, c'est une bonne chose pour nous, c'est-à-dire que le physique est quand même quelque chose de primordial dans notre sport. Et si on peut vraiment s'appliquer sur cette partie-là, eh ben, ça peut être bénéfique durant l'hiver. Mais le retour sur les skis n'attendra pas l'hiver, ce sera dès la mi-juillet sur le glacier des Deux Alpes. Et on finit ce journal avec une image très sympa, celle du projet Inside Out. C'est un projet participatif qui existe aux 4 coins du monde et qui fait étape pendant 2 jours à Chambéry. Alors le principe est tout simple, vous le voyez, des passants sont pris en photo dans la rue et ils collent eux-mêmes leur portrait géant à même le sol ou dans une rue et ils forment en fait une œuvre monumentale et collective. Et vous voyez, le résultat est vraiment très sympa. C'est à découvrir à Chambéry donc pendant 2 jours. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, notre édition nationale.